Je m'appelle David, j'ai 28 ans, et ma femme Camilla, 24 ans. Nous sommes mariés depuis 6 mois maintenant. Nous sommes ensemble depuis presque 4 ans, nous vivons ensemble depuis presque 2 ans, et jusqu'à il y a environ une semaine, je pensais que nous étions solides. Pas parfait. Personne ne l'est. Mais nous avons toujours réussi à gérer les choses sans laisser les choses empirer. Du moins, c'est ce que je croyais. Je travaille dans ce domaine et Camille est puéricultrice, donc nos emplois du temps sont très chargés. Mais nous avons réussi à nous entendre. Nous avons toujours trouvé un moyen de nous retrouver, même au milieu du chaos. Elle est drôle, tellement gentille, une de ces personnes qui s'arrêtent littéralement pour sauver un chien errant au bord de la route. Elle pleure pendant les films Disney et nomme chaque araignée qu'elle attrape avant de la relâcher. J'adore ça chez elle. Elle est aussi fougueuse, têtue, surtout quand elle se passionne pour quelque chose. Mais ce côté-là ne m'a jamais effrayé. Jusqu'à récemment. Tout a commencé par un petit détail. Tellement insignifiant que je n'arrive même pas à identifier ce qui l'a déclenché. Je crois que c'était à cause d'un dîner prévu. J'ai dû rester tard au travail. Mon responsable m'a refilé un problème de dernière minute et je n'ai pas pu m'en sortir. J'ai donc annulé le dîner. Camilla avait prévu qu'on retrouve sa sœur. Quand je l'ai appelée, elle était déjà irritée. Je comprends. Je l'aurais été aussi. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt, a-t-elle dit sèchement. Je suis désolé, Cam, ai-je dit d'un ton calme. Je ne l'ai su qu'il y a 10 minutes. Ce n'était pas prévu. Elle a expiré bruyamment à l'autre bout du fil. Tu te dérobes toujours quand ça concerne ma famille. Ça m'a fait mal au cœur. J'essaie de ne pas me mettre sur la défensive. Je suis resté silencieuse une seconde, j'ai pris une inspiration. Ce n'est pas juste, ai-je dit. Tu sais, j'aime bien ta sœur. J'attendais ça avec impatience. Je ne peux pas contrôler quand les choses dégénèrent au travail. Mais elle ne se calmait pas. Sa voix est devenue plus forte, plus colérique. Non, David, ce n'est pas seulement ce soir. C'est toujours le cas. Tu prends toujours du temps pour tes parents ou tes amis, mais quand il s'agit de ma famille, il y a toujours une excuse. Ce n'est pas vrai, dis-je en essayant de garder mon sang-froid. J'ai assisté à tous les anniversaires, à tous les brunchs, et quand ça comptait. Elle intervint, les yeux brillants. Tu es un peu cinglé. J'aurais dû savoir que tu ne me donnerais jamais la priorité quand ça comptait. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. Je restais là, dans la cuisine, le téléphone toujours à la main, ne sachant même pas quoi répondre. Cam, dis-je doucement. Je te donne la priorité. Tu passes toujours en premier. Même si je fais des erreurs parfois, alors oui, les voix s'élevaient. Ce n'était pas joli, mais je ne l'ai jamais insulté. Je n'ai jamais crié. Je ne lui ai jamais sauté dessus. J'ai essayé de rester calme. Même si elle était de plus en plus énervée, je me suis retenu. Pas parfaitement, mais j'essayais. Puis, sans prévenir, elle m'a giflé. Pas une claque enjouée. Pas un de ces moments débiles de comédie romantique censés être drôles ou mignons. Non, c'était une claque en plein visage. Bruyante, sèche, violente. Je suis resté là, abasourdi. Je me souviens avoir cligné des yeux à plusieurs reprises, comme si mon cerveau était à la traîne, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La pièce est devenue étrangement silencieuse après ça. Lourd, comme si l'air lui-même avait changé. Elle me fusillait toujours du regard, respirant fort par le nez, sa poitrine se soulevant et s'abaissant, mais je ne pouvais pas parler. Mon visage me piquait. Ouais, mais ce n'était même pas ça qui m'avait frappé. C'est qu'elle avait franchi une limite. Une limite que je ne pensais pas qu'elle franchirait un jour. Je me suis retourné lentement, je me suis dirigé vers la table de la cuisine, cette vieille table solide qu'on avait achetée d'occasion quand on a emménagé, et j'ai tout simplement perdu la tête. J'ai donné un coup de poing dessus. Pas juste un coup de poing, mais toute la force que j'avais en moi. Elle ne s'est pas cassée, mais elle a été durement cabossée. Une fissure a fendu un des pieds. Elle tressaillit. Je me retournai vers elle, la voix basse, mais tremblante de colère. Ça aurait pu être toi. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle recula. Maintenant, fais tes bagages, dis-je en désignant la chambre. Sors de chez moi tout de suite. Elle resta immobile au début. Elle resta plantée là,
à me regarder comme si elle n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. Choquée. Peut-être par elle-même, peut-être par moi, peut-être par la vitesse à laquelle les choses avaient dégénéré. Sa voix était faible. Quoi? Non, on peut en parler. Je secouai la tête. Je n'avais pas envie de parler. Pas après ça. Tu dois partir tout de suite. Son visage se tordit, confus, sur la défensive. Puis vinrent les larmes. De vraies, confuses et fortes. Elle se mit à pleurer, marmonnant quelque chose sur le fait que je ne comprenais pas, que j'exagérais les choses. Je ne dis rien. Je restai planté là, les bras croisés, à attendre. Elle courut dans notre chambre et claqua la porte derrière elle. Je restais là, dans le salon, toujours furieuse, faisant les 100 pas, essayant de reprendre le contrôle de mes pensées, de ma respiration. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des sirènes. Des lumières bleues et rouges ont clignoté devant la fenêtre. J'ai cligné des yeux. Que diable? La sonnette a retenti et quand j'ai ouvert, 2 policiers étaient là. L'un d'eux a dit, on a reçu un appel d'un habitant d'ici. On peut entrer? J'étais stupéfaite. Vous vous moquez de moi. Ils sont entrés et j'ai senti la colère me remonter au cou. L'un d'eux a fait un geste vers la table cabossée. Que s'est-il passé? A-t-il demandé. Avant que je puisse répondre, Camilla est descendue. Ses yeux étaient encore gonflés, mais elle semblait maintenant calme. Il a frappé la table du poing. Elle a dit d'une voix ferme. Il m'a dit que ça aurait pu être moi. Les policiers se sont retournés vers moi. C'est vrai? J'ai hoché la tête, exaspéré. Ouais. Après m'avoir giflé, elle m'a frappé en premier. Ils se regardèrent. L'un d'eux s'approcha. C'est vrai, madame? L'avez-vous frappé? Camilla croisa les bras. Oui, dit-elle sans détour. Ils n'écoutaient pas. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je leur ai montré le côté de ma joue. Elle était encore légèrement rouge. Vous pensez que j'invente? Elle ricana. Il mesure 1,98 mètres, je suis petite. Ce n'est qu'une gifle. C'est mon mari. Il devrait être assez courageux pour encaisser. L'un des policiers prit une grande inspiration, essayant visiblement de rester professionnel. Madame, dit-il lentement. On ne peut pas frapper quelqu'un par frustration. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous l'avez agressé. Il a le droit de porter plainte. Elle cligna des yeux, sincèrement abasourdie. Mais je ne lui ai pas fait mal. Ce n'est pas comme si cette gifle avait vraiment fait quelque chose. Là n'est pas la question. L'autre policier dit, la violence est la violence, et votre taille ne vous donne pas carte blanche. Ils se sont tournés vers moi. Monsieur, voulez-vous porter plainte? J'ai secoué la tête. Non, je veux juste qu'elle sorte de chez moi. Les policiers ont discuté à voix basse, puis se sont tournés vers Camilla. Madame, vous devez quitter les lieux pour l'instant. Pour la sécurité de tous, Camilla n'a pas protesté. Elle s'est juste retournée, s'est essuyé le visage et est remontée à l'étage. Quelques minutes plus tard, elle est partie. J'ai appris plus tard qu'elle était allée chez sa sœur Cathy. C'était il y a une semaine. Je ne l'ai pas revue depuis. Elle m'a envoyé quelques SMS. Des messages courts et dispersés. Le premier disait juste « Je suis désolé ». Puis, plus tard, « Je ne voulais pas faire ça ». Et on peut parler? Je n'ai pas répondu. Non pas que j'essaie de la punir, ni par une tactique de silence passive-agressive. C'est parce que je ne sais vraiment pas quoi dire. Je lis les SMS et je fixe du regard. Mon pouce plane au-dessus du clavier, puis retombe. Rien de ce que je tape ne me semble correct. Je n'ai raconté ce qui s'est passé à personne, juste à quelques amis proches et à ma famille, et chacun d'eux pense que j'exagère. Ma mère m'a dit, on dit des choses qu'on ne pense pas pendant les disputes. Je lui ai répondu que ce n'était pas quelque chose qu'elle disait. C'était ce qu'elle faisait. Elle a un peu balayé l'affaire. Bon, vous vous aimez quand même. Ce n'est qu'une dispute. Ma sœur avait l'air visiblement mal à l'aise. Elle ne voulait même pas en parler. Elle a juste marmonné, au moins, elle ne t'a pas frappé fort. Celle-là, c'était pire que la gifle. J'avais l'impression de perdre pied avec la réalité. Comme si c'était moi le fou.
Je n'arrêtais pas d'y penser. Si les rôles étaient inversés, si j'avais giflé Camilla pendant une dispute, est-ce que quelqu'un lui dirait d'en parler? Est-ce que quelqu'un dirait que je ne le pensais pas? Qu'elle devrait me pardonner. Alors, j'ai d'abord demandé à ma mère. Nous étions dans sa cuisine. Elle préparait du thé, faisant comme si tout cela n'était qu'un petit contretemps conjugal, comme si on allait en rire un jour. Maman, dis-je, l'interrompant dans ses propos sur le pardon et la compréhension. Et si je l'avais giflé? Elle se retourna lentement. Quoi, Camilla, demandai-je. Et si j'avais perdu mon sang-froid pendant cette dispute et que je l'avais giflé? Tu lui dirais de faire avec. Tu me dirais que je ne le pensais pas? Elle cligna des yeux. Sa bouche s'ouvrit, mais rien ne sortit immédiatement. Elle baissa les yeux vers la tasse de thé qu'elle tenait, comme si elle espérait que la réponse y serait. Eh bien, David, finit-elle par dire, c'est différent. Comment, demandai-je. Explique-moi. En quoi est-ce différent? Elle est plus petite que toi. Tu pourrais vraiment la blesser. Donc ça ne compte que s'il y a des dégâts. Je demandai, tu crois que la seule chose qui compte, c'est que quelqu'un finisse par saigner? Non, non, dit-elle rapidement en secouant la tête. Ce n'est pas ce que je dis. Je pense juste que les émotions sont fortes. On fait des erreurs. Vous avez subi beaucoup de pression, tous les deux. Mais elle n'était pas assez sous pression pour que je la frappe, n'est-ce pas? Elle soupira et finit par dire, je ne sais pas, David. Vraiment pas, plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à ma sœur, Rachel. Nous étions assises dans mon appartement, chacune de l'autre côté du canapé. Elle était venue prendre de mes nouvelles, même si elle était plutôt mal à l'aise, son téléphone sur les genoux. Je l'ai regardée et j'ai dit, je peux te demander quelque chose et avoir une vraie réponse? Elle a hoché la tête prudemment. Si j'avais giflé Camilla, lui dirais-tu que ce n'était pas si dur? Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Elle a baissé les yeux, a touché l'ourlet de son pull. Rachel, ai-je insisté. Si j'avais giflé ma femme lors d'une dispute, que lui dirais-tu? Elle s'est mordu la lèvre. Enfin, je suppose que je lui aurais probablement dit de partir. J'ai hoché la tête. Ouais, dis-lui que j'ai été violent. Tu lui aurais dit de s'éloigner le plus possible. Elle m'a regardé alors, visiblement mal à l'aise. David, tu n'es pas violent. Je n'ai pas dit que je l'étais. Elle m'a frappé. Rachel est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle l'a dit. J'ai failli passer à côté. Je ne sais pas quoi dire. Et c'était bien là le problème. Aucun d'eux ne savait. Et honnêtement, ils auraient raison. Personne ne devrait accepter que son partenaire le frappe, quel que soit le contexte. Alors pourquoi ai-je l'impression que les règles sont différentes ici? Je comprends. Je ne suis pas petit. Je mesure 1,98 mètres pour environ 90 kg. Elle mesure 1,60 mètres pour peut-être 54 kg, trempée. Je comprends que l'image soit différente, mais ça ne change rien à ce qui s'est passé. Plusieurs personnes, des gens que j'aime et en qui j'ai confiance, m'ont dit que j'étais trop sensible, que j'utilisais le langage thérapeutique comme une arme, que j'essayais de jouer la carte de la victime de violence alors que pour eux, ce n'était pas si grave. Et c'est ce qui me perturbe le plus, car je n'essaie pas de jouer la victime. J'essaie juste de comprendre si j'ai raison de ressentir ce que je ressens, si j'ai raison de remettre en question toute cette relation. Maintenant, je sais qu'elle est désolée. Je sais qu'elle regrette, mais je sais aussi qu'une partie de moi ne peut pas l'oublier. Je n'ai pas encore demandé le divorce. Je ne lui ai même pas dit que c'était fini, mais quelque chose en moi me fait l'impression qu'on a franchi une limite dont on ne pourrait jamais revenir. Elle est toujours chez sa sœur Cathy. On ne s'est pas parlé depuis son départ. Et moi, je dors comme une merde, distraite au travail. Je repasse ce moment en boucle dans ma tête. La gifle, le silence après son regard, les flics à la porte. C'est comme si mon cerveau était coincé là, à repasser les images en boucle, sans arrêt. Le pire, c'est que j'ai l'impression de devenir folle rien qu'à hésiter. Comme si j'étais ridicule rien qu'en prenant le temps de digérer. Tout le monde autour de moi semble lire le même scénario. Ce n'est pas si grave. Elle était juste émotive. Tu exagères. Même Jack, mon pote de fac, m'a dit, sérieux, mec. T'es un mec. Si ta femme de 53 ans te gifle, ce n'est pas de la violence.
C'est une mauvaise journée. Ne dramatise pas, j'ai ri quand il a dit ça, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Je crois même avoir dit, d'accord, bien sûr. Juste pour mettre fin à la conversation et changer de sujet, mais je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'il a dit depuis, parce que ça met en évidence ce deux poids, deux mesures étranges dont personne ne veut vraiment parler. Si je l'avais giflé, je ne serais pas un homme qui a passé une mauvaise journée. Je serais un type avec un côté violent, un signal d'alarme ambulant. Tout le monde lui dirait de fuir et de ne pas se retourner. Et ils auraient raison. Alors, pourquoi est-ce différent quand ça se passe dans l'autre sens? Je ne dis pas que c'est un monstre. Je connais Camilla. Je sais qu'elle n'avait rien prévu. Je sais qu'elle était en colère et dépassée et qu'elle n'a probablement même pas réalisé à quel point les choses avaient dégénéré avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand même, elle m'a frappé et maintenant je ne peux m'empêcher de tout remettre en question. Chaque dispute qu'on a eue, chaque fois qu'elle s'est énervée, j'ai claqué la porte et je suis sorti en trombe. Je me demande sans cesse si j'avais raté quelque chose. Un signe que j'avais ignoré. Elle a envoyé un message plus long 2 jours après son départ. Je m'en souviens encore mot pour mot. Il disait notamment, « Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je n'étais pas moi-même. J'étais stressé et blessé, et j'ai mal réagi. Ça n'arrivera plus jamais. S'il te plaît, ne gâche pas tout pour ça. » Je l'ai lu 5 fois. Puis je n'ai pas répondu. Ce n'est pas que je n'ai pas apprécié ses excuses. Si, mais quelque chose me semblait incomplet. Comme si l'accent était mis sur la sauvegarde de la relation, pas sur la reconnaissance de l'impact de son geste. Comme si la plus grande préoccupation était mon départ, pas la raison pour laquelle je partirais. Ma mère a rappelé hier. Elle m'a dit, « Chérie, je sais que c'est dur, mais tu ne penses pas que tu es un peu trop rigide? Une gifle ne veut pas dire qu'elle est violente. » Je suis resté silencieuse un moment, puis j'ai demandé, « Donne-moi le numéro d'or. » Elle a hésité. Quoi? Combien de gifles, maman, ai-je dit? Plus violemment que je ne le voulais. Combien de gifles avant de pouvoir officiellement parler de violence? Quelle est la limite que je dois franchir avant que toi, Rachel, j'aie qui que ce soit ne dise enfin, David, tu as raison. Elle te maltraite. Je n'ai jamais dit qu'elle était violente. J'ai ajouté, je n'essaie pas de la faire passer pour une méchante. Je ne sais juste pas si je peux aller de l'avant avec quelqu'un qui a ce genre de réaction en cas de dispute. Je l'entendais respirer à l'autre bout du fil. J'ai continué. Elle l'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire demain ou après-demain? Il y aura d'autres disputes. C'est la vie. Et si un jour je perds le contrôle et que je riposte? Promets-tu de me soutenir alors? Ou la femme en toi te dira-t-elle de prendre le parti de ma femme? Elle n'a pas répondu. Ça ne peut pas continuer comme ça, ai-je dit. Elle soupira lourdement et dit, si tu attends la personne parfaite, tu seras seul pour toujours. Cette phrase m'a profondément touché. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'elle passait complètement à côté de l'essentiel. Je ne recherche pas la perfection. Je recherche quelqu'un de sûr, de respectueux, qui ne me blesse pas quand il est en colère. Puis vint le pire. Quelqu'un de notre groupe d'amis, quelqu'un à qui je n'avais même pas parlé directement, avait apparemment entendu l'histoire de seconde main et avait décidé de s'en mêler. Il m'a envoyé un message sorti de nulle part. Sans salutation, sans contexte, juste ça. Sans vouloir être impoli, on dirait que tu essaies de récupérer un langage destiné aux vraies victimes d'abus. Tu n'es pas traumatisé, mec. Tu t'es fait gifler. Tu n'as pas besoin de thérapie. Tu as besoin de perspective. J'ai juste fixé l'écran. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, comme si les mots pouvaient changer à mesure que je regardais. Et honnêtement, celle-là m'a terrassé, parce que non, je ne prétends pas vivre dans la peur. Je ne dis pas que je cache mes bleus ou que je sursaute face à des mouvements brusques. Je ne suis pas là pour comparer mon expérience à celle de quelqu'un qui a subi des années de violence physique ou de manipulation. Mais j'ai été frappé par quelqu'un que j'aime, quelqu'un en qui j'avais confiance, et maintenant je doute de tout. Ma réaction, ma colère, mon silence. Parce qu'apparemment, à moins que ça ne laisse une trace, ça ne compte pas. Comment est-ce acceptable? Elle m'a encore envoyé un texto ce matin. Juste un simple « on peut se parler ?» Tu me manques. Je n'ai pas répondu tout de suite.
Il m'a fallu 3 jours pour m'y habituer. Je ne voulais pas lui envoyer de texto. C'était trop distant, trop froid. Mais je ne voulais pas non plus la voir en personne. Quand elle a décroché, sa voix s'est brisée en prononçant mon nom. Je ne me suis pas laissé distraire. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'était passé. Je le lui ai dit, d'un ton neutre. Je ne peux pas rester marié à quelqu'un qui m'a frappé sous le coup de la colère, même s'il est désolé. Je ne peux pas revenir sur ce qui s'est passé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis un sanglot discret, et soudain, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes, alors elle m'a supplié de la rencontrer en personne. Elle a dit qu'on pourrait en discuter, qu'elle pourrait m'expliquer à nouveau. Je suis resté calme. J'avais pris ma décision. J'ai dit, tu peux venir chercher tes affaires ce week-end. Je serai dehors. C'est là que son ton a changé. Les larmes ont laissé place à la colère. Tu gâches vraiment des années pour une seule erreur. Elle a craqué. Ce n'est pas juste une gifle, ai-je dit. C'est ce que ce moment représentait. Puis est arrivé le couteau. Tu ne te comportes même plus comme un homme. Tu cours. Je n'ai pas répondu. J'ai juste raccroché. Plus tard dans la soirée, elle est arrivée chez moi. Elle n'a pas envoyé de SMS, n'a pas appelé, a juste frappé. Je n'ai pas répondu. Elle est restée devant la porte à pleurer pendant 20 minutes d'affilée. Sa voix était étouffée, mais j'entendais chaque mot, chaque sanglot étouffé. Puis les pleurs ont cessé et les cris ont commencé. Elle disait que j'étais sans cœur, que je détruisais quelque chose de beau, que je foutais tout en l'air pour rien. Je me suis assis sur le canapé à l'intérieur, à l'écouter, oui, j'ai failli ouvrir la porte, mais je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est partie. Après ça, les réactions négatives ont commencé. Sa sœur m'a traité de petit garçon fragile et m'a dit que je devrais avoir honte. Son cousin m'a envoyé un message vocal disant que je m'émasculais en refusant de me prendre en main et de surmonter la situation. Quelques-uns de nos amis communs m'ont complètement ignoré. D'autres m'ont envoyé des textos faibles et gênants du genre. J'espère que tu vas bien, mais ne gâche pas une bonne chose par orgueil. Même ma mère m'a appelé en pleurs. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je détruise une femme bien pour une seule erreur. Je lui ai demandé si je l'avais giflée, s'attendrais-tu encore à ce qu'elle reste mariée avec moi? Elle n'a pas répondu. Les amis de Camilla ont commencé à poster des messages vagues en ligne. Des choses à peine voilées, comme si certains hommes se faisaient passer pour des victimes tout en abandonnant les femmes qui les aiment. Je n'ai pas réagi, mais je l'ai vu. Puis elle m'a envoyé une playlist de nos chansons, suivie d'un long mail émouvant. Elle y écrivait combien elle était brisée, qu'elle avait commencé une thérapie, que le silence entre nous était étouffant, qu'elle voulait juste être entendue. Ça m'aurait anéanti il y a quelques semaines, le mail, la playlist, les supplications. À l'époque, j'aurais probablement tout remis en question. Je me serais interrogé, me serais demandé si je réagissais de manière excessive, si je devais simplement lui pardonner et passer à autre chose. Maintenant, c'était comme un appât émotionnel, et je n'ai pas mordu. Plus le temps passait, plus les choses devenaient claires. Les choses ont commencé à se mettre en place. Des souvenirs que j'avais enfouis ou balayés. Comme la fois où elle a jeté une assiette contre le mur pendant une dispute parce que je n'étais pas d'accord avec elle sur une bêtise. Je ne me souviens même plus de quoi. Ou quand elle s'est enfermée dans la salle de bain pendant des heures et a refusé de me parler de toute la journée parce que je disais que je ne voulais pas aller à Thanksgiving chez sa famille cette année-là. À l'époque, je lui trouvais des excuses. Elle est juste fougueuse. Elle est stressée. Elle est passionnée. Je répétais ces phrases comme un scénario, me persuadant que c'était moi qui devais m'adapter. Que sa volatilité faisait partie intégrante d'elle et que je devais m'endurcir, m'adapter, cesser d'être si susceptible. Je vois maintenant que je la normalisais. J'atténuais mes propres réactions, enfouissais mon malaise pour préserver la paix. Je ne compte plus le nombre de personnes qui ont essayé de déformer ça en une affaire de masculinité. Comme si le fait d'être blessé me rendait moins viril. Son frère Ashton était le pire d'entre eux. Nous étions devant mon immeuble. Il était venu en voiture après avoir appris que j'avais déposé les papiers. Je ne l'avais pas invité. Il était venu pour discuter, mais en réalité, il était venu pour me gronder. Les vrais hommes ne s'en vont pas sur une claque, a-t-il dit, les bras croisés, le menton levé comme s'il délivrait une vérité ancestrale. Je l'ai regardé, impassible.
Que font les vrais hommes alors? Ashton? Il a cligné des yeux. Quoi? Je me suis rapproché. Tu as dit que les vrais hommes ne s'en vont pas. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Il ne répondit pas, il resta planté là. J'ai haussé le ton. Est-ce qu'il la frappe en retour? Une claque pour prouver qu'ils sont des hommes. Je sentais la chaleur monter dans ma poitrine, la fureur d'être jugé tout en restant calme tout le temps. Il avait l'air abasourdi. Tu es là, Ashton, ai-je demandé d'un ton sec, cruel, même. Regarde ta langue. Pourquoi tu ne réponds pas, Ashton? Allez, explique-moi. Dis-moi ce qu'un vrai homme fait quand sa femme le frappe. Toujours rien. Il secoua légèrement la tête et marmonna, tu te trompes, mec. Avant de faire demi-tour et de retourner à sa voiture comme s'il avait mieux à faire qu'en présence de quelqu'un qui refusait d'avaler ses ordures. Un autre jour, j'étais chez un ami, quelqu'un que je considérais comme un type bien. On buvait des bières sur son balcon. Il faisait léger au début, on discutait simplement. Puis il s'est penché en arrière, a regardé le ciel et a dit, « Mec, ta fierté a été blessée, et maintenant tu appelles ça de la violence. » J'ai posé mon verre. Laisse-moi te demander une chose. Si j'avais giflé Kama, serais-tu encore là à lui dire de se remettre sur pied? Il n'a pas répondu. Il a juste regardé sa bouteille. Je suis sérieux. J'ai insisté. Si je l'avais giflé et que j'avais ensuite dit à tout le monde que c'était juste une mauvaise journée, serais-tu là à lui dire que c'était sa fierté qui était le problème? Il a poussé un faible soupir. Ce n'est pas pareil. Pourquoi pas? Il a haussé les épaules. Je ne sais pas, mec. Mince alors. C'est ce que j'ai eu à chaque fois. Des regards vides, des haussements d'épaules, des détournements. Personne, pas une seule personne n'aurait pu me regarder dans les yeux et me dire ce qu'un homme devrait faire quand la femme qu'il aime dépasse les bornes. Parce qu'en vérité, il ne savait pas. Ou pire, il savait et ne voulait tout simplement pas le dire à voix haute. Simple, parce que dire, partir, reviendrait à admettre que j'ai bien fait, et dire, rétorquer, reviendrait à admettre que tout ce qu'il défendait n'était que des absurdités toxiques, enveloppées de traditions et de honte. C'est fou comme les gens réagissent vite quand un homme dit qu'il est blessé. Comme si on n'avait pas le droit de réagir. Comme si ce n'était pas parce que je suis grand, fort ou silencieux que ma douleur compte. Comme si être plus grand efface en quelque sorte l'humanité. Être un homme ne signifie pas accepter la violence pour prouver sa ténacité. Cela ne signifie pas garder le silence pour le confort des autres. Cela signifie préserver sa paix, même si tout le monde autour de soi vous dit que vous êtes faible pour l'avoir fait. Alors, j'ai demandé le divorce. Elle m'a appelé plusieurs fois. En fait, je n'ai pas répondu. Je suis seul dans l'appartement maintenant. Elle est allée chercher ses affaires dimanche dernier pendant mon absence. Elle a laissé sa clé dans la boîte aux lettres. La procédure de divorce a commencé. Une fois arrivé au tribunal, le juge nous a regardés tous les deux et a demandé, « Monsieur Smith, y a-t-il un moyen de sauver ce mariage ?» Je n'ai pas hésité. « Non, votre honneur. » Camilla l'a admis. Elle est restée là et a dit au tribunal qu'elle m'avait giflé. Elle a dit que c'était le déclencheur de tout ce qui a suivi. Mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle n'arrêtait pas de répéter que, parce que j'étais un homme, j'aurais dû être capable de l'encaisser, que j'aurais dû simplement m'en remettre. Le juge s'est de nouveau tourné vers moi. « Monsieur Smith, est-il possible de passer outre ?» Elle semble pleine de remords. Avant que je puisse parler, mon avocat, Ron Jeremy, s'est avancé, calme, posé, mais sec. « Votre honneur, a-t-il commencé. Des centaines d'hommes mettent fin à leur jour chaque année à cause de conflits conjugaux. Beaucoup meurent discrètement, sans être vus, parce que personne n'est prêt à les écouter. Personne ne les croit. Ce jeune homme en est un exemple. Il m'a fait un geste. « Monsieur Smith, combien de personnes vous ont soutenu lorsque votre femme vous a giflé ?» J'ai dégluti, baissé les yeux et répondu, « Personne. » Ron s'est retourné vers le juge. « Exactement. La société ne considère pas les hommes comme des personnes sensibles. On attend de nous que nous devenions des hommes. Quand on fait des erreurs, on est des méchants. Quand les femmes commettent les mêmes erreurs, on reste les méchants. » Il s'est ensuite tourné vers Camilla. « Madame Smith, pas une seule fois durant toute cette audience je ne vous ai entendu dire « Je suis désolé ».
J'ai fait une erreur en le gifler. Au contraire, tout votre argument repose sur l'hypothèse que, parce que votre mari est un homme, il aurait simplement dû accepter. Laissez-moi vous demander, si votre mari de 2,08 mètres et 90 kg avait laissé tomber ses inhibitions et riposté, seriez-vous toujours prête à rester mariée avec lui? Camilla parut stupéfaite, silencieuse. Rondon se laissa aller. Non, vous ne le feriez pas. Vous brûleriez ces affiches à travers la ville. Les associations de femmes seraient assoiffées de sang, et à juste titre. Mais dans ce cas, puisqu'il n'a pas riposté parce qu'il est parti, vous vous attendez tous à ce qu'il pardonne et oublie. Il se tourna vers le juge. Vous savez quel est le vrai problème, votre honneur? Même nous, les hommes, nous ne nous soutenons pas. Nous ne le dénonçons que lorsque cela nous arrive personnellement. Et à ce moment-là, nous portons déjà la honte. La voix de Camilla s'éleva, douce mais sur la défensive. Ce n'était qu'une gifle. Ron hocha lentement la tête. Bon, alors laissez mon client vous gifler en retour. Juste une fois et on sera quitte. Il rentrera à la maison avec vous heureux. Il se tourna vers le banc. Le tribunal l'autoriserait-il? Le juge, visiblement mal à l'aise, ajusta ses lunettes. Monsieur Jérémy, le tribunal ne peut approuver et n'approuvera pas de tels actes. Nous ne soutenons aucune forme de violence. Ron inclina légèrement la tête. Exactement. Alors, s'il vous plaît, votre honneur, approuvez la dissolution de ce mariage, car c'est tout ce que ma cliente demande. S'éloigner paisiblement de quelqu'un qui a choisi la violence, aussi minime ou justifiée soit-elle. Le juge soupira et me regarda une dernière fois. Pourriez-vous au moins envisager une consultation psychologique avant d'aller plus loin? Je ne marquai même pas un temps d'arrêt. J'ai refusé. Votre honneur. Le divorce fut prononcé. Ce n'était pas facile et ce n'était absolument pas juste. 6 mois de mariage et elle s'en est allée avec 40% de mes biens, comme ça. Pas d'enfant, pas de longue histoire, rien que 6 mois chaotiques et déchirants, et une gifle qui a tout changé. Parfois, je me dis que c'est peut-être une malédiction d'être un homme de nos jours. Les attentes, le silence, la façon dont on est censé l'accepter et garder le sourire. Mais ensuite, je me rappelle que je suis libre. Je ne me réveille pas dans la tension, l'instabilité, le sentiment de marcher sur des œufs. Et que ça vaut plus que tout ce qu'elle m'a pris. Je n'ai pas l'intention de sortir avec quelqu'un de si tôt. Peut-être pas avant un moment. Je suis encore jeune. 30 ans, ce n'est pas la fin du chemin. Je crois que je trouverai quelqu'un un jour. Quelqu'un qui ne me donnera pas l'impression de devoir justifier ma douleur ou prouver que je compte. Quelqu'un qui me respectera en tant qu'être humain. Qui ne s'attendra pas à ce que je sois un mur inébranlable, sans besoin, sans limite, sans point de rupture. J'ai coupé les ponts avec ma mère. La plupart des membres de ma famille aussi. Ils ont fait leur choix. Ils peuvent soutenir qui ils veulent. Croire à l'histoire qui les fera dormir sur leurs 2 oreilles. Je m'en fiche. Tout ce qui m'importe, c'est qu'au bout du compte, j'ai quitté quelqu'un qui ne me respectait pas. Je suis parti sans perdre mon sang-froid, sans donner un coup de poing, sans crier ni casser quoi que ce soit au-delà d'une table cabossée. Je suis parti comme un homme devrait le faire, avec dignité. J'ai commencé le kickboxing. Ça m'aide. Ressentir le rythme, l'impact, le contrôle. Ça me recentre. Ça me rappelle que je suis toujours maître de mon corps, de mon temps, de ma force. Et je me suis trouvé un chien. Un petit bulldog français que j'ai appelé Brian. Il ronfle plus fort que moi et me suit partout comme s'il n'avait nulle part où aller. Il est têtu, loyal et se fiche de mon passé. Il veut juste des promenades, de la nourriture et un coin chaud à mes côtés. La vie est belle.